On l'attendait, eh bien, on n'a pas été déçus. Donald Trump qui intensifie donc sa guerre commerciale avec des taxes douanières, en gros de 10 à 50% à l'échelle mondiale en fonction des pays. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Il a eu la main lourde, Donald Trump, quand même. Hein. C'est ou c'est pas le pire des scénarios, avant qu'on rentre dans le détail, hein? C'est un scénario de rupture très forte. Donc, le pire n'est jamais sûr, mais on n'est pas loin d'un environnement qui devient assez anxiogène, oui. Ouais. Alors, les droits de douane moyens, ils ont été calculés, c'est 24% quand on fait des experts ont fait le calcul, parce que il y a 20% pour l'Union européenne, il y a 31% pour la Chine. En moyenne, ça fait 24% de droits de douane. Certains disent que c'est un degré de protectionnisme sans équivalent depuis les premières années du XXe siècle, donc 1900. Absolument, on retrouve des niveaux qu'on avait eus en 1930 plutôt, au moment de la mise en place des taxes Smoot-Hawley, juste après la Grande Dépression de 1929. Les Américains avaient augmenté les taxes à des niveaux très forts, ce qui avait engendré une propagation de la crise américaine sur le reste du monde. Donc des droits de douane, expliquons un petit peu, différenciés par pays. 46% le plus, c'est pour le Vietnam, 31% pour la Chine, 20% pour l'Union européenne, 31% pour la Suisse. Je ne vais pas tout donner, mais la question, c'est on se dit, mais parce qu'il y avait le petit tableau hier de Donald Trump, oui, absolument. Comment est-ce qu'il arrive à tel ou tel droit de douane parce qu'en gros, il a dit on prend en compte la TVA, les droits de douane de l'autre pays, les subventions, la fiscalité, les taux de change qui sont manipulés par les pays, mais tout ça c'est hyper arbitraire, non ? Absolument. Et en fait, quand on fait un calcul sur la balance commerciale d'un pays vis-à-vis des États-Unis, divisé par les exportations de ce pays vers les États-Unis, ouais, on obtient un chiffre. Quand on le divise par deux, on obtient le taux de tarif qui a été annoncé. Alors on le divise par deux, c'est intéressant, parce que les Américains disent on est gentil, la taxe qu'on vous fait, c'est la moitié de ce que vous nous faites, sauf que dans ce taux arbitraire, avant qu'il soit divisé par deux et qu'il soit gentil, il y a plein de choses, il y a les choux et les carottes, quoi. Oui, non mais c'est l'idée que... Il y a les normes, il y a la TVA, il y a... C'est l'idée que puisque vous êtes en excédent avec les États-Unis, c'est que soit vous mettez des taxes, soit vous mettez des barrières douanières non tarifaires, soit vous mettez autre chose, vous manipulez votre monnaie, mais parce que normalement, les États-Unis doivent être au pire à l'équilibre avec vous, au mieux en surplus. Donc voilà, c'est la mesure, donc on prend la moitié. Pourquoi la moitié? Pourquoi pas un tiers? Pourquoi pas les deux tiers? Voilà, c'est un choix qui a été fait, qui est un peu simpliste malgré tout. Il y a des pays qui s'en sortent mieux, Philippe. On a vu le 10% pour le Royaume-Uni. Ni le Mexique et ni le Canada, d'ailleurs, ne sont frappés par ces nouveaux droits de douane, si j'ai bien compris. Pourquoi des taux allégés de 10% pour le Royaume-Uni? C'est en lien avec la balance commerciale, etc., tout ce qu'on a dit là? Non, pas forcément directement. Là, il y a peut-être une sorte de préférence, parce que les Anglais sont très excédentaires vis-à-vis des États-Unis. Donc, je ne sais pas. Ça fait partie des mystères des choix qui ont été faits. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ces droits de douane, réciproques, comme nous dit Trump, vont entraîner quoi? Des négociations, des mesures de rétorsion? Moi, quand j'entends l'UE et la Chine, alors l'UE a dit, l'Union européenne a dit, oui, on est prêt à riposter, mais on va négocier. La Chine a dit, on va riposter. Donc c'est quoi? C'est des négociations, c'est des ripostes. Qu'est-ce qu'il cherche Donald Trump? Il veut de la négociation bilatérale avec tous les pays et frapper, c'est ça la stratégie? Il veut deux choses. Il dit... C'est un point de départ? C'est un point de départ? C'est un point de départ. Nous, il y a plusieurs choses. On veut négocier, on veut vous montrer que nous sommes ceux qui décidons de ce qui se passe. Donc on ne veut pas d'un cadre multilatéral, comme on l'avait, on veut un cadre bilatéral. On est l'un en face de l'autre, et c'est moi le plus fort, moi, Américain, qui est le plus fort. Oui, et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui ajoute... encaissez le coup, ne ripostez pas, exactement, sinon de notre côté ce sera l'escalade. Exactement. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect c'est de dire si vous voulez ne pas être soumis à ces droits de douane, venez vous installer aux États-Unis pour produire localement. Et donc on est dans cette logique et donc les États vont riposter d'une manière ou d'une autre. Et juste sur la Chine, les 34% qui ont été annoncés s'ajoutent
aux 20% qui étaient déjà mis en place. Donc ça fait 54%. Ça fait 54%. Le vrai perdant, c'est la Chine au final. La Chine est très impactée. Le Vietnam l'est de façon considérable. Ça serait 2 points de croissance en moins pour la Chine cette année. Et ce sont des choses, ça va leur coûter, des chiffres qui sont très importants et qui vont avoir un effet récessif sur l'ensemble de l'activité globale. Qui paye la facture? Qu'est-ce qui se passe sur la croissance mondiale, sur le commerce mondial, sur les échanges qui sont totalement mondialisés? Le premier qui va tout payer la facture, c'est le consommateur américain, parce que... qui paye la taxe? Concrètement, qui la paye? L'État américain va encaisser une taxe, qui la paye? Globalement, vous êtes une entreprise qui vendait aux États-Unis, soit vous répercutez la hausse de la taxe sur votre prix... Au lieu de vendre 100, vous vendez 120. Imaginons les Européens, au lieu de vendre 100, vendent 120. Voilà, et donc les 20% vont être payés par le consommateur américain, ou soit vous faites un autre choix, vous décidez que votre marge est réduite de 20%, vous faites payer vous arrivez à un prix de 80 aux États-Unis, vous rajoutez les 20 grossièrement. Pour arriver à 100. Pour arriver à donc 100. Soit les boîtes étrangères prennent sur leur marge, soit c'est le consommateur qui paye. Et finalement, le consommateur va payer parce que si les États-Unis ont un tel déficit commercial, ça veut dire qu'il n'est pas efficace pour les entreprises de fabriquer tous ces produits importés aux États-Unis. Et donc, il y a une espèce d'inélasticité de l'offre américaine pour satisfaire à la demande des Américains, mais les Américains, sur des ordinateurs, sur des téléphones, sur tout un tas de produits, vont continuer de les acheter, mais à des prix plus élevés. Donc ou les produire sur le sol américain, ce qui est le souhait de Donald Trump. Oui, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. À court terme, essayez d'imaginer que votre téléphone, au lieu d'être fabriqué en Chine, est fabriqué aux États-Unis. Ça va se faire sur combien de temps et à quel prix? Et surtout à quel prix? Exactement. Donc, c'est un... Mais s'il le sait, Donald Trump, parce qu'il est quand même conseiller, pourquoi il fait tout ça? J'ai du mal à comprendre. Voilà. Comment dire, le raisonnement, il est clair. Le but du jeu, c'est d'être celui qui règle les choses, qui définit les règles dans lesquelles on doit s'inscrire. Et donc, c'est un moyen de dissuader les Européens, les Chinois, de discuter trop fortement, parce que le marché américain est un marché gigantesque, et si effectivement les Chinois sont pénalisés très fortement dans leurs exportations, eh bien, ils peuvent avoir la tentation de négocier et de satisfaire aux demandes américaines. Pareil pour les Européens. Qui sera le plus pénalisé entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, en termes de consommation, d'investissement, d'inflation? La Chine et les États-Unis vont être les deux plus pénalisés. L'Europe le sera moins, mais tous les calculs qui ont été faits sur des coins de table, sur des modèles... Ça sera quoi alors? Sur les États-Unis, d'un seul coup, vous mettez un choc sur la demande tout à fait considérable. Vous avez une hausse de l'inflation. Moi, il y a un indicateur que je trouve extrêmement intéressant, c'est la façon dont le consommateur américain perçoit l'inflation à 5 ans. Ouais. À 5 ans, on a une explosion de l'inflation américaine, ce qu'on n'avait pas vu, par exemple, dans l'épisode inflationniste de 2021, 22, 23. Là, les ménages ont tous dit... Dans 5 ans, on sera revenu à la norme, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là, on a une vraie rupture qui est observée, et donc les ménages vont commencer à changer d'attitude. Qu'est-ce qui se passe alors? Donc ça veut dire que la croissance, la consommation ralentit, la croissance ralentit? Ce qu'on voit pour l'instant, aux États-Unis, les ménages, on voit rien. La consommation des ménages a ralenti au mois de janvier, elle a continué, elle est restée sur ce même niveau bas au mois de février, en dépit de l'augmentation des revenus. Donc, il y a un switch qui est intéressant. Par le passé, même très récent, l'augmentation des revenus se traduisait par une augmentation de la consommation. Est-ce que ces droits de douane vont rester à ce niveau-là, ou est-ce qu'il y aura des négociations, finalement, les taxes seront plus douces ou moins sévères? Ça dépendra des mesures de rétorsion qui seront prises ou pas. C'est-à-dire que s'il y a des mesures de rétorsion, on peut aller un peu plus loin. Et là, on rentre dans une logique qui pourrait être destructrice à l'échelle globale, parce que... il va se rendre compte, parce qu'à un moment donné, l'économie se venge. Je veux dire, la réalité vous rattrape. L'économie va se venger très, très rapidement.
Aux États-Unis ? Aux États-Unis. Et ailleurs aussi. Mais ailleurs aussi, parce que les flux d'exportation vers les États-Unis sont très importants, parce que le secteur manufacturier, quand on regarde les enquêtes type PMI ou autres qui sont publiées, on voit que le secteur manufacturier est toujours très fragile. Et là, d'un seul coup, eh bien, on met un coup de marteau sur cette dynamique. Vous êtes inquiet ? Ou est-ce que vous dites finalement les choses vont encore bouger dans les prochains jours, prochaines semaines ? Je pense qu'on peut être très préoccupé aujourd'hui par ce qui se passe, parce que d'un seul coup, on jette un voile sur la dynamique de l'économie mondiale. Le commerce mondial. Le commerce mondial. On avait un environnement dans lequel l'allocation des ressources se faisait de façon assez efficace. Désormais, l'allocation des ressources se fait en fonction des droits de douane. Il veut des productions américaines, on peut quelque part le comprendre aussi. Il veut des productions américaines, il veut des emplois pour les Américains. Mais les Américains ont un taux de chômage à 4,1%. Et comment on va faire pour produire davantage, puisque les personnes qui sont à bas salaire, etc., et qui ne sont pas très regardants sur les conditions de travail, sont expulsés jour après jour. Donc on va avoir un vrai souci. On peut vouloir produire plus, mais avec qui ? Ça va être une vraie question qui va vite arriver sur les contraintes posées à l'économie américaine. À un moment donné, il fait marche arrière ou pas, Donald Trump ? À un moment donné, il va peut-être être obligé de mettre un peu d'eau dans son vin. Peut-être pas taxer à 200% le vin, mais il sera obligé de faire quelque chose, parce que l'économie américaine... Il a parlé de baisse d'impôts, il est malin, parce qu'hier, il a contrebalancé en disant qu'il y aura des grosses baisses d'impôts. C'est l'idée que les taxes, là, sont censées rapporter 700 milliards de dollars. Oui. Et donc... Par an. Ça fait 2,4% du PIB, ce qui n'a pas été vu depuis 1820. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sauf que... et donc l'idée, c'est 700 milliards de dollars vont venir en déduction des revenus des impôts sur le revenu des ménages américains. Sauf que 700 milliards, c'est un chiffre absolument gigantesque et qui fait l'hypothèse que... effectivement, les flux ne changeront pas, mais les revenus, les taxes au niveau où elles sont vont effectivement générer des revenus, ce qui paraît assez hypothétique. Bon, on n'a pas fini d'en parler. En tout cas, voilà, on voulait faire un point sur cette nouvelle offensive tarifaire avec vous, Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Merci Philippe. Merci David.